Allez. Je crois pas qu'il y a de bons ou de mauvais moments pour commencer. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais. Nous rappelons que le livre de ce soir est une fiction pure, jamais rien n'est arrivé au nain. Alors, encore une fois, je vais repréciser que ce soir, bonsoir Papy-Eric, ce soir c'est le début de Tankol. Ce soir c'est le début de Tankol, c'est-à-dire qu'on va reprendre un peu le contexte de tout ce qui se passe dans la fin des temps. Mais bien entendu, on aura le point de vue de deux factions au début de ce roman. On aura bien évidemment, quand on voit ça, Tankol en énorme avec ce nouveau Vorasht ou Vorgast, je ne sais plus comment il s'appelle, son nouveau Raogre, incroyable, il a l'air surpuissant avec ses cornes littéralement faites en malpierre, alors que bon voilà, c'est Vorax, merci beaucoup. De mémoire, ça fait très longtemps que j'ai pas lu mon Lord Skaven. Désolé, mais Tankol, il avait des cornes en malpierre avant? Ou il était juste cornu comme n'importe quel prophète gris? Non, parce que, bien entendu, ça va parler de Tankol. Hein. Ce roman, ça porte littéralement son nom. Mais pour moi, Tankol, c'est ça, on est d'accord. Pour moi, Tankol, c'est lui. Je m'y attendais pas. Mais voilà. Les cornus, ça me... Donc voilà, on est bien d'accord que dans les romans, hein, parce que Tankol est très connu des romans, hein, pour ceux qui ne connaissent pas ce personnage. Pourquoi Tankol? Qui est ce personnage? Tankol est un personnage qui est très très connu par rapport à Gotrek et Félix. On va dire c'est l'ennemi héréditaire de Gotrek et Félix dans beaucoup de romans. Et justement, c'est ce qu'on appelle un prophète gris. Je vous rappelle les Skaven. Quand vous naissez, vous avez votre ordre social directement. Si vous naissez grand et fort, vous pourrez finir faire mine de choc. Si vous êtes encore plus grand avec un pelage plutôt sombre, vous finirez chef de guerre, si vous arrivez à survivre. Et si vous naissez cornu chez les Skaven, si votre mère porteuse donne naissance à un cornu, eh bien vous êtes littéralement un rat cornu, c'est-à-dire un émissaire du dieu des Skaven. Vous êtes donc un prophète gris d'une puissance incroyable à la magie. Et les porte-paroles du rat cornu, du dieu des rats, pardon. Et Tankol fait partie de cette caste, donc il est dans une caste sociale très haute, Tankol. Il est accro bien évidemment à la malpierre qui est consommée, utilisée, bref, qui est la base des Skaven même, qui les a fait naître. Tous ces Raogs s'appellent Vorax. Oui, voilà, parce que Tankol a un garde du corps, en gros, qui est en gros le premier mâle brut, hein, c'est-à-dire c'est un Raogre qui est un peu mécanisé et qui fait justement que c'est son protecteur, son garde du corps, et il a eu plusieurs versions de ce Vorax, ce fameux Raogre corps à corps, garde du corps, et justement, dans Tankol, il en reçoit un nouveau, et donc la nouvelle figurine de Tankol qui était sortie pour ce livre, bien évidemment. Donc, Tankol porte bien le nom de ce roman, et pourtant, je ne vais pas commencer par lui ce soir. Je commence pas par lui ce soir parce qu'en fait, le roman ne commence pas avec lui. Rien que Gotrek, il shoot 2 Vorax. Oui, c'est vrai, tout à fait. Cthulhu, non, pas ça. Ce soir, je vais vous mettre un petit peu en mémoire de ce qui se passe et on entamera le premier chapitre de Tankol juste après, ce qui fait le chapitre 12 en tout, si je ne me trompe, de la fin des temps. Gardez votre sang-froid. C'est un moine de la peste, il est dégueulasse. C'est même pas un moine de la peste, c'est littéralement Seigneur Skrolk. Hein. C'est le plus puissant émissaire, entre guillemets, de Nurglitch, le seigneur de la peste. Chef des projets critiques a fini par cramer par le dieu. Oui, non mais t'inquiète pas, on arrive doucement. Commencez pas. Donc, les Skaven, début de la fin des temps, qu'est-ce qui se passe chez eux? Qu'est-ce qui se passe chez eux? Parce que Archaon est couronné en 2519, la fin des temps commence à apparaître justement aux yeux de tous, les tempêtes du chaos commencent à exploser un peu partout, la fin du monde approche. Et justement, chez les Skaven, que se passe-t-il? Eh bien, chez les Skaven, ils utilisent justement cette espèce d'afflux d'énergie gigantesque que fait popper les tempêtes du chaos, et aussi bien sûr du bazar ambiant et absolu qu'il y a tout autour.
pour attaquer et surtout détruire, oui, détruire, attaquer, détruire, raser en moins de 6 mois. Les Skaven détruisent la Tillée, les Stali et les principautés frontalières. Tout est détruit en moins de 6 mois par les Skaven. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Eh bien, c'est un Conseil des 13, bien évidemment, qui a lancé cette vague d'attaque. Hein. On n'a pas chômé, oui, exactement. Et le Conseil des 13, vous le connaissez, j'adore cette image. Encore une campagne en facile, voilà, exactement. Supplément oignon, oui, voilà, c'est ça. Et justement, les Skaven, forts de cette campagne éclair, très rapidement vont retourner dans leurs mauvaises habitudes après cette victoire facile. J'ai découvert ta chaîne par YouTube il y a 1 mois et j'ai tout dévoré, c'est génial ce que tu fais. Merci beaucoup, quand la revanche. Merci beaucoup. Quand la revanche. Ah, elle est pas mal, elle est pas mal. Merci Baragva, merci pour les 8 mois de sub, merci beaucoup à toi. Ils ont spam les rogues. Les 12 verminards donnés comme ça gratuits. Alors, c'est qui leur Judas ou hamster? On sait pas. En gros, on pourrait dire que ça serait en colle. Les conseils des 13 est devenu d'une puissance incommensurable. Les porte-paroles du raccordu, donc les prophètes gris, par contre, subissent un énorme changement au début de la fin des temps. Kritislik, donc Kritislik qui est le maître des prophètes gris, et celui qui a la place la plus proche du raccord nu, autrement dit celui qui est le plus fort sur le Conseil des 13, eh bien, alors que la guerre civile menace le monde des Skaven, parce que le monde Skaven est quasiment toujours en guerre civile, mais là, c'est la fin des temps, il faut que ça se bouge les fions. Ils ont fait une campagne éclair ils ont préparé la campagne éclair. Ils étaient prêts à tous se remettre sur la tronche dès qu'ils auraient gagné, parce que celui qui gagne après, il tue les autres et il aura vraiment tout gagné. Eh bien, Kritislik, l'emblème un petit peu du pouvoir des prophètes gris, sera, pendant un conseil gris, carbonisé sur place. Voilà. Alors, c'est pas un assassinat du conseil, hein, c'est bien le Racornu lui-même. La magie! Le Racornu lui-même apparaîtra lors du Conseil des 13 et détruira Kritislik rien qu'en mentionnant son nom. Bonne soirée, c'est ça. Bonne soirée, Loïc. Et justement, en ayant apparu comme ça sous les yeux donc des 11 autres seigneurs de la ruine, le Racornu va leur dire « Ok, maintenant vous arrêtez les conneries, vous préparez pas une nouvelle guerre civile, vous faites ce qu'on vous dit, vous attaquez tout le monde. Voilà. Vous attaquez le monde entier. » Alors, non, calmez-vous. Calmez-vous. Là, je parle de la mort de Kritislik. Commencez pas à vous lancer. Je rappelle que ceux qui n'ont pas lu le roman, ne spoilez pas dans le chat, sinon la modération tombera sur vous, bien évidemment. Mais en effet, il y a derrière un Verminlord qui va apparaître et on va en parler. Je regarde cela avec un sourire malsain en regardant les pros-nains. C'est ça, Quentin. Et justement, les Skaven, pas de cependant, pour l'instant, non, pas de cependant. C'est juste un dieu qui vient d'apparaître sur Terre, qui vient de carboniser l'un de ses plus puissants sorciers, qui croyait en lui, hein, et juste pour dire à tout le monde, arrêtez de faire des conneries et faites ce que je vous dis. Disons que c'est le papa qui fait le bulletin, je veux au moins 14 de moyenne, sinon t'es mort. Voilà. En gros. En prenant ta Xbox et en la broyant à main nue, tu vois. Voilà, ça serait à peu près ça. Ça va encore, c'est léger. Voilà, c'est léger, c'est léger. Et justement, la campagne derrière après la mort de Kritislik, ça va fédérer les Skaven et ils vont, en moins de 6 mois, conquérir la Tillée, les Stali et les principautés frontalières. Le voilà. Cependant, ça reste des Skaven. Les Skaven sont, même si leur dieu leur fait peur, même si tout ce qu'ils ont sous les yeux dit qu'ils sont gagnants, ils vont essayer de se mettre dans le dos pour gagner plus que le voisin. Malgré l'apparition du Racornu, malgré le fait que, bien évidemment, Kritislik est mort,
et que les prophètes gris ont été désavoués par ce fait. En gros, Kritislik est mort au Conseil des 13 et le fait que les prophètes gris et que les Skaven aient été autant alliés et étaient autant violents, c'est que quasiment en fait tous les prophètes gris sont devenus des parias. Les prophètes gris sont devenus des parias parce que lors de la mort de Kritislik, et ça je trouve ça très 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 Skaven, mais je trouve ça génial, lors de la mort de Kritislik, juste après qu'il soit mort et que le racornu ait dit bon bah faites ce que je vous dis, les 11 autres seigneurs qui, aucun d'entre eux n'est un autre prophète gris, c'est tous des autres clans, des autres castes, eh bien les 11 autres membres ont fait bon bah très bien, eh bien à partir de maintenant, vu que lui il est mort, ça veut dire que le racornu les aime plus, ça veut dire que c'est plus eux les émissaires du racornu. Et donc à partir de là, les prophètes gris deviennent des parias. Ils ne sont plus des chefs, ils deviennent, pour les plus malins, des conseillers. Et, et voilà. Et le reste, ils perdent ou ils se font assassiner. 12, non. Alors non, ils sont 12 autour de la table et la 13e place est pour le racornu. Donc techniquement, s'il y a un mort, ils sont 11. On dirait de la politique elfique, je dis ça. Oui, bon, pas vraiment quand même. Pas à ce niveau-là quand même. Les dieux du mal marchent sous terre, c'est ça. Révolution d'octobre des Skaven. On va dire ça comme ça. Mais le souci, c'est que, bien évidemment, avoir enlevé la place du plus fort au plus fort et l'avoir réduit en état de simple outil, bien entendu que les prophètes gris, ça ne va pas leur plaire, évidemment. Bien évidemment aussi de l'autre côté, après une campagne éclair, les Skaven vont être gorgés de ressources, d'esclaves, etc. Et vont vouloir développer une nouvelle invasion majeure. Et l'invasion majeure qu'il va falloir faire, c'est la Lustrie, l'endroit où ils ont toujours malheureusement échoué. Où ils ont fait des presque victoires, et surtout il leur faut énormément de force pour partir et envahir la Lustrie, parce que sinon le scénario il est bien emmerdé, parce que la Lustrie elle est trop puissante, bien évidemment. Ce qui fait que les Skaven vont préparer une invasion majeure, mais ce ne sont pas les seuls. Les prophètes gris, bafoués dans leur honneur et dans leur puissance, bafoués dans leur puissance, ne vont là aussi pas se laisser faire. Il y a deux camps qui vont commencer à se former chez les Skaven, malgré le fait que le dieu les ait engueulés. Il y a deux camps qui vont se former. Il y a tous les clans un petit peu en lien au clan Scryer et les clans qui gardent et conservent un petit peu l'attrait, pas l'attrait, mais l'utilité des prophètes gris. En gros, vous avez côté prophètes gris, côté les autres. Parce que les prophètes gris, même s'ils sont bafoués, ils peuvent soumettre des clans mineurs, etc. Et ça ramène beaucoup de monde au final. Salut Bullfix, j'espère que tu vas bien. Salut Mako. Non, pas encore de mort, tout va bien. Pas de souci, pas de souci. Et vous savez comment ils ont représenté le fait qu'il y a une bisbille entre les deux, qu'à nouveau les Skaven sont en guerre civile, mais en fait ils sont pas vraiment en guerre civile parce que sinon le dieu va encore en tuer et que ça ferait pas avancer l'histoire, et que comment on fait pour pas être en guerre mais qu'on est quand même en guerre? Eh bien on fait une guerre froide. Et pour faire une guerre froide, ils font comme dans notre monde, tout d'un coup. Dans le roman, on est dans les premières pages. Le peuple Skaven part à la conquête de la Lune. La magie! Alors, je m'explique. Ok, facepalm. Attendez, commencez pas. Je m'explique. Ils ont vu, mais quoi, les écrire? Attendez, il y a une logique. Je vous jure, j'ai arrêté ma lecture à la... Et j'ai poussé. J'ai arrêté ma lecture à la 20e page tout à l'heure, j'en pouvais déjà plus. En gros, je vous rappelle que dans le monde de Warhammer, il y a deux lunes. Il y a Manslib et Morslib. Morslib, cette fameuse lune que vous voyez à l'écran, elle crée la fameuse Geimnisnacht, la nuit des mystères, quand elle s'approche trop de l'orbite de la planète. C'est une lune c'est une lune artificielle, entre guillemets, qui s'est formée lorsque les portails stellaires et polaires des anciens ont explosé. Cette matière dont étaient faits les portails
a été imprégné de l'énergie brute du chaos, est devenu donc de la magie noire physique, c'est donc devenu de la Malpierre, en orbite autour de la planète, et ça a formé une lune, la lune Morslib. Et cette lune, les Skaven, alors, les Skaven ont toujours un lien avec une sortie de Morslib, etc. dans le roman, mais là, le roman de Games Workshop nous balance dans les 2 premières pages que les Skaven, tout au long de leur histoire, ont voulu Morslib. Parce qu'ils ont compris qu'elle était en Malpierre et ils la veulent. Voilà. Alors au début, on comprend, ils te disent que c'est parce qu'ils ressentent une énergie de la planète, enfin du satellite, et que derrière après, ils créent des lunettes pour comprendre en fait qu'elle est faite en verre, et après ils comprennent que les comètes de Malpierre qui tombent sur la planète, parce qu'apparemment ça tombe plusieurs fois par an, et que c'est normal dans le monde de Warhammer qu'il y ait des comètes de Malpierre qui tombent une fois par an sur la planète, et bien qu'ils peuvent, en calculant, parce qu'ils sont très bons en calcul, que les comètes, elles viennent de la Lune et que la Lune, donc, elle est en Malpierre. Et donc, ils la veulent. Donc, dans cette énorme débilité de... On est dans un monde dark fantasy et tout d'un coup, on part en conquête spatiale. Ben, s'il y a une race qui pouvait faire ça, une faction qui pouvait faire ça dans le monde de Warhammer, ben, en fait, c'est les Skaven. Ils sont tellement addicts à cette matière et tellement starbés que je trouve ça logique, en fait. Sauf que il va y avoir deux manières d'aller sur Morslib, ou en tout cas d'en prendre le pouvoir. Le plan des prophètes gris, qui était déjà existant, comme nous dit le roman, depuis des centaines d'années dans le clan des prophètes gris, c'est de créer des sortilèges surpuissants pour attirer vers la planète Morslib, pour attirer la Lune vers la planète. Qu'elle se rapproche, que son émanation soit plus puissante, qu'il y ait plus de débris qui en tombent sur la planète. C'est littéralement dit dans le roman. Hein. C'est dit dans le roman, je crois, vers la 3e ou 4e page. Parce que on est d'accord qu'en termes de dynamique spatiale, une lune qui se rapproche d'une planète, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé du tout. C'est pas faisable même. Techniquement, c'est pas faisable. Et ils expliquent juste dans le roman, en une petite phrase, quand ils commencent à se dire ouais, mais attends, là, ça commence à tirer loin. Mais Morslib est littéralement indépendante des lois de la nature. La magie! Ah, c'est vraiment le ta gueule, c'est magique, quoi. Littéralement. Donc ça, c'est le plan des prophètes gris. Et le plan des prophètes gris, ben, malgré le fait, mais bien sûr, malgré le fait qu'ils aient de la puissance, ben, ils ont perdu un statut social, donc déjà, ils ont beaucoup moins de puissance pour le faire. Ils se sont rassemblés à Scarogne dans leur temple du Racornu pour éviter qu'on les assassine tous, et ils essaient de procéder à cela, mais ils rencontrent un problème. Ils comprennent que ben, Morslib ne peut pas se rapprocher, il y a quelque chose qui bloque ce sortilège, et ils comprennent que c'est la toile géomantique des hommes lézards. D'où le fait que les Skaven, après avoir pris les niveaux faciles en tabassant les petits de la classe, Principauté Frontalière, Tilly et Stali, ils ont assez de level pour aller envahir la Lustrie et servir donc au dessein de rapprocher Morslib. Cependant, comme je vous l'ai dit, il y a un autre camp qui vient d'apparaître pour la course à la Lune. C'est littéralement l'URSS et les États-Unis, hein, guerre froide complet. Il y a un autre camp Skaven qui n'est pas celui des prophètes gris, mais qui est leur grand rival, qui a toujours été leur rival, le clan Scryer. Le clan Scryer, je le rappelle, ce sont les technomages. Ce sont ceux qui ont, avec l'énergie de la Malpierre, non seulement du carburant, mais aussi, bien évidemment, des pouvoirs magiques. Et ils adorent utiliser tout ça pour pouvoir justement créer, construire et dépasser la magie et en faire justement une mécanique, quelque chose de plus, voilà, de plus posé. Merci beaucoup d'ailleurs pour Baragvar pour le 8e mois. Je ne sais pas si je t'avais dit merci pour le sub tout à l'heure. Merci beaucoup. Et justement, le clan Scryer a une autre idée par rapport à cela. Lui, ce qu'il veut, c'est pas attirer Morslib à lui, parce que ça prendrait trop de temps, parce que ça reste les Skaven dépendants du pouvoir des prophètes gris, ce que le clan Scryer ne veut absolument pas. C'est l'un des clans qui ne veut qu'une chose, c'est écraser et bafouer complètement
la puissance des prophètes gris leur rivote toujours. Le plan des technomages et du clan Scryer tout entier, construire une fusée explosive et faire péter la Lune. Ils veulent nuke la Lune pour qu'elle tombe intégralement sur Terre, plongeant le monde entier dans de la malpierre. Est-ce que tu peux arrêter 40K et revenir à Battle, s'il te plaît? Non, malheureusement non. America, fuck yeah! What could go wrong? What possibly go wrong? Voilà, ça, c'est une idée de Chad. Ils ont trop regardé Armageddon. Je croyais que t'allais parler d'ascenseur. Ah, ça aurait été très très drôle. Fais le spam Force 3. Mais ça, c'est pas expliqué dans leur LA? Non. Ah, mais là, je te parle pas du tout du LA. Hein. Là, c'est littéralement le roman, là. Parce que la course à la Lune, c'est vraiment... Je vous mens pas. Hein. La course à la Lune, c'est les 3 premières pages du roman. Non, mais juste regarder la Lune, c'est chiant, je comprends. Ah. Et justement, ces deux plans se déclenchent en même temps. Il y a le déclenchement du plan et de la construction qui est dirigé, vous l'avez bien deviné pour certains, par Ikit Lagriffe. Hein. Ikit Lagriffe, chef de projet de la nuke pour aller faire péter la Lune, et le rassemblement des prophètes gris dans l'hôtel du Racornu pour justement continuer ce projet qu'ils ont d'attirer la planète, enfin d'attirer la Lune, mais qui ne marche pas vraiment. Donc techniquement, on est plutôt gagnant sur le clan Scryer à ce moment-là. Cependant, Les prophètes gris ne supportent pas d'avoir été bafoués. C'est 10 000, mais toujours inattendu. Oui, oui, c'est Skaven en même temps. Les prophètes gris, à ce moment-là, voyant le clan Scryer qui commence même à les doubler par rapport à ce projet qui, eux, leur a pris des siècles à rien que mettre en place et qui n'ont jamais réussi, ils sont en train de se dire « Waouh, en fait, on va vraiment se faire tous tuer parce qu'on ne sert plus à rien pour les Skaven. Notre puissance magique, le clan Scryer va la dominer s'il a toute la malpierre. Notre puissance politique, on l'a plus. Et surtout, il y a une place vacante au conseil. Parce que les clans n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ils n'arrivent pas, bien sûr, à élire un 12e chef. Et donc, dans toute la dynastie Skaven, dans toute la civilisation, entre guillemets, Skaven, une place au conseil des 13 est disponible. Pour une fois, elle est même vacante. Elle n'a pas été directement prise derrière. Il y a donc une place, et non seulement une place, mais la place numéro 1, celle du favori du Racornu. Il faudra donc une conquête militaire incroyable pour réussir. Les clans spécifiques à chacun des ennemis vont se mobiliser. Les clans guerriers vont se mobiliser contre les nains. Les clans pestilence vont se mobiliser bien évidemment contre la lustrie. Énormément de clans vont se considérer et se focaliser sur les humains. Bref, on avance dans cette histoire, mais les prophètes gris sont délaissés. Et les prophètes gris, depuis qu'ils existent, depuis que les premiers prophètes gris ont assoit leur domination, leur dominance sur les Skaven, c'est pas pour rien. Alors certes, ils sont magiciens super puissants, ils ont des cornes comme le rat cornu, etc. Donc ils ont un symbole très puissant, ils ont un pouvoir très puissant, mais ils ont une chose qui a toujours fait peur à la nation Skaven entière, mais qu'ils n'ont quasiment jamais vraiment faite. En tout cas, pas tous les prophètes gris ensemble. Les prophètes gris menacent depuis toujours, dans leur folklore, que si jamais personne n'écoute ce qu'on leur dit, enfin ce qu'ils disent eux, ils sont eux-mêmes des émissaires du Racornu, si personne ne les écoute, le Racornu enverra quelqu'un pour punir ceux qui n'écoutent pas. Ils ont la menace, en fait, attention, nous sommes les seuls des Skaven à savoir invoquer des verminarques. Et les prophètes gris sont dans un tel état de délabrement social et de puissance que pas un prophète gris, mais tous les prophètes gris de Scarogne vont lancer la plus puissante invocation pour amener
le favori des verminarques sur Terre. Salut Blast. Bonsoir à toi. En gros, ils craquent leur slip. C'est littéralement ça. En gros, ils mettent la bombache, ils y cliquent. Ils appuient sur le bouton rouge. Voilà, c'est ça. Et ils vont lancer la cérémonie. Ils vont appeler sur Terre et invoquer le verminarque le plus puissant pour non seulement avoir de la puissance eux-mêmes, soumettre cette créature en sachant très bien que c'est une connerie, mais en plus derrière pour qu'ils les apprennent, ils leur expliquent comment rétablir la situation en faveur des prophètes gris. Et le verminarque va être invoqué, on n'a pas son nom, on ne sait pas vraiment son nom, c'est juste que c'est un vermine lord, voilà, c'est un seigneur verminarque, et tout simplement, le seigneur de la vermine, évidemment, et il va leur donner, parce que c'est un démon, il arrive d'un autre monde, il est extrêmement puissant, il va déjà expliquer comment les prophètes gris peuvent regagner un peu de stature dans la population Skaved. Ils vont devenir des conseillers, il va leur dire oui mais soumettez-vous pendant un temps, vous allez voir ça va fonctionner, rendez-vous utile, rendez-vous indispensable même. Bref, il leur explique des techniques de com classiques, mais par contre derrière, il leur donne aussi l'un des 13 noms du véritable racornu. Ce Vermin Lord donne au prophète gris l'un des noms du racornu. C'est un symbole de puissance colossal en termes de puissance magique. Dites pas que vos prix sont ronds, mais à 0,99, c'est ça. Et derrière encore, une dernière chose va se passer avec lui. Il va leur expliquer comment contrer la toile géomantique et faire en sorte que leur sortilège, qui est impossible à faire depuis des centaines d'années, va être possible grâce à lui. La magie! C'est littéralement le cheat code. Mais vraiment, on est à la 6e page et j'ai sauté des trucs. Et dans les 6 pages, il y en a 3 qui servent à rien, c'est des dessins. Le MJ à bourre d'aspiration. Ah non, mais... Mais pourquoi t'as pas fait ça avant? Mais pourquoi t'as pas fait ça avant, quoi? Je sais pas. Mais par contre, petite surprise dans l'équation, ce Vermin Lord, ce Verminarque, ce seigneur Verminarque, qui a l'air d'avoir toutes les clés pour réussir et pour battre le camp du bien. D'habitude, comme tout démon, il est invoqué dans un cercle de magie, au milieu de tous ces prophètes gris, de la 50aine de prophètes gris qui a servi à l'invoquer. 50, hein, c'est pas un seul, donc vous imaginez la puissance du Verminarque. Et justement, ce prophète gris, ce Verminarque, leur explique que ils ont maintenant la connaissance pour faire ce rituel non-stop. Grâce à lui, il vient de leur donner la solution. Ils ont l'un des noms du racornu. Ils ont de quoi regagner du pouvoir. Sauf que lui, c'est pas un démon ordinaire. Normalement, un démon est soumis à ses invocateurs. Bon, il essaiera de se libérer tout seul par manigance, etc. C'est un démon. Et là, les 50 prophètes gris voient le mec sortir de la bulle protectrice et se barrer. Et il disparaît. Il a des munitions, des soins, une sauvegarde automatique, ça pue. C'est ça. Ce qui fait que... D'accord. Donc, parce que pourquoi pas? Kenavo les gueux. Ah merde. C'est impressionnant la magie quand on n'est pas habitué. Ouais. Dans mon canon personnel, c'est pas juste un Verminarque, c'est le racornu en personne. Alors non, ce n'est pas le racornu en personne, mais on explique que c'est le plus puissant des Verminarques. Après, on va vous expliquer comment Bolos Archaon et prendre sa place. Oui, voilà, c'est ça. Le Pokémon sauvage s'enfuit, exactement. On va boire des bières, les gars. C'est ça. Oups. Ah bah, il est parti, le gars. Donc ça, imaginez hein, que c'est les 6 premières pages où il y a 3 pages entières de dessin.
Voilà. Parce que, attendez, c'est pas fini. Là, je vous ai donné le point de vue du contexte avant l'invasion de la Lustrie, avant les invasions majeures des Skaven. C'est pas Screech Verminkind, le plus important des Verminac? Oui, mais je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui qui a invoqué, mais on ne sait son nom qu'après Scar. Enfin bref, c'est un Verminarque surpuissant. On présente déjà pour l'instant. Ils disent pas son nom au début. Voilà. Parce que ça, c'était le point de vue des Skaven. Mais comme je vous l'ai dit, il y a un autre peuple dans l'équation à ce moment-là du roman. Il y a les hommes lézards. C'est pas la taille du rat, quoi, j'avoue. Les hommes lézards, de leur côté... Bon, alors, accrochez-vous, accrochez-vous, les amateurs de lézards. Là. Les hommes lézards, pendant ce temps, depuis que Archaon a commencé même sa quête, avant même qu'il soit couronné, les hommes lézards se doutent de quelque chose. Ils se doutent que il va se passer une dinguerie. Le seul problème, c'est que les hommes lézards, en termes de lore, sont beaucoup trop puissants. Je rappelle juste que les hommes lézards, ils ont un personnage qui, s'il se concentre suffisamment et utilise la toile géomantique en mode normal, il peut déplacer les continents. Donc quand tu es écrivain Games Workshop, que tu as le patron derrière qui te dit mec, il faut qu'on arrête tout, hein, d'accord, il faut que l'histoire elle s'arrête. Donc tu fais popper plein de magie sur Terre et tu tues tout le monde. Okay, oui, mais s'il y a plein de magie sur Terre, les mecs surpuissants déjà en magie quand elle est nerfée, ils vont pas devenir plus puissants. Ce qui fait que le roman là nous explique que lors du couronnement d'Archaon et de du déchaînement de puissance du déchaînement de puissance du couronnement et donc des tempêtes de magie qui pop partout, la Lustrie, qui a très peu de tempêtes de magie à l'intérieur, vu qu'elle est encore extrêmement protégée par la toile géomantique, la Lustrie, tout entière, hein, je remets la carte, hein. je vous remets la carte, hein, juste au cas où hein, vous aviez oublié la taille de la Lustrie. Voilà. La Lustrie tout entière va connaître l'une des plus puissantes attaques physiques des forces des légions du chaos à un seul endroit. Xautec. Xautec, la cité des échos. Alors pour ceux qui connaissent le lore des hommes lézards, pour ceux qui ne le connaissent pas, je révise. Xautec, c'est une cité qui était florissante à l'époque des Anciens et qui, lors de la toute première incursion du chaos et de la première guerre contre le chaos, donc le moment où le chaos était vraiment le plus fort, Xautec, cité des échos, elle porte un nom parce que elle est littéralement sur une faille démoniaque. Cette cité, elle existe dans le lore des hommes lézards depuis toujours. Xautec, c'est littéralement une cité qui est au-dessus de l'éther, au-dessus des royaumes du chaos. Vous voyez les portails du chaos hein, qui déversent la puissance magique dans le monde et qui sont une porte ouverte au chaos? Eh bien, elle est là. Les hommes lézards, ils en ont une là. Bon, elle n'est pas de la taille des portails du chaos du nord ou du sud, mais il y en a une là. Ce qui nous donne un peu l'idée de la puissance des hommes lézards dans le lore de base. Ils ont une porte du chaos chez eux. Endroit parfait pour une ville. Ouais, ben, elle a été construite avant. Hein. Et justement, depuis toujours, les Xautec est la cité la plus défendue et puissante du monde des hommes lézards. Ils ont des milliers et des milliers de Saurus qui combattent non-stop les démons qui en sortent et qui les maintiennent dans un carcan de sécurité parfait. Je savais que j'aurais pas dû remettre à demain pour fermer la faille. Voilà, c'est ça. Et justement, l'incursion du chaos va arriver par Xautec. En même temps, c'est plutôt logique. Il y a déjà la faille. Pourquoi créer d'autres tempêtes? Mais le souci, c'est que les lézards sont prêts. Ils sont prêts à cela parce qu'ils se doutaient de quelque chose allait arriver. Et ils ont mis leur meilleur général en face, Kroggar, avec ses légions de Saurus. Et ils combattent à Xautec non-stop.
Et on explique même à ce moment-là du récit que les hommes lézards arrivent à tenir malgré le fait que ce soit le bordel au niveau des tempêtes du chaos, que la puissance magique soit décuplée, les hommes lézards tiennent, certes ils prennent dans la tronche, mais les bassins de frais, c'est-à-dire les endroits où naissent les hommes lézards, qui sont des bassins magiques, hein, littéralement créés par les anciens eux-mêmes, qui font popper des saurus prêts au combat et pas des œufs, hein, ils les font popper entiers, saurus, croxigore, skink, etc., Paslan. Bref, ils arrivent à fournir et à combler leurs pertes quasiment au total. Donc, militairement, c'est ceux qui s'en sortent le mieux. Mais vraiment, hein. Vraiment, vraiment. Parce que dans le monde entier ailleurs, les tempêtes du chaos, déjà, c'est un calvaire absolu. Hein. Je vous rappelle qu'il y a Bordelot qui a été wipé en un seul coup d'œil. Il y a 40 quarts qui s'est effondré. Il y a, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a... qui se lève, je rappelle, qui est mort en 2 heures. Voilà. Et ça, c'est sans compter la magie. Les hommes lézards auraient one-shot les glottines, littéralement. Voilà. Mais justement, comme je l'expliquais, Games Workshop est bien embêté. Si les Slans sont réveillés, ils ont assez de puissance techniquement pour arrêter tout ça. Donc, ils mettent en sorte, Games Workshop met en sorte quelque chose d'absolu. Et vraiment, c'en est même chiant quand tu lis le livre. Vraiment, c'en est lourd à un point qui m'énerve. Et vraiment, là, c'est vraiment un moment du roman qui m'énerve. À chaque fois qu'on va te présenter le moindre prêtre Mashlan, il sera toujours catatonique, amorphe et inutile. C'est-à-dire que les plus puissants mages du monde ne servent à rien. Sauf s'ils ont déjà lancé un sort qui reste en jeu et qu'ils le maintiennent juste par leur présence physique et qui dorment. Pourquoi? Parce que le chaos est contraire à eux. C'est-à-dire que les Slans, dans le lore de la fin des temps, hein, dans les lores de tous ces livres-là, les Slans, ils sont en présence de trop de chaos, ils sont amorphes et ils ne servent plus à rien. Alors que je rappelle que les Slans, tous les Slans, hein, tous, étaient tous présents et ont tous combattu non-stop pendant la première incursion du chaos. C'était vraiment des mecs qui étaient surpuissants. C'est juste leur pire ennemi, voilà, c'est ça. Pour détruire l'arme absolue contre le chaos, il fallait juste du chaos, voilà. Ils sont pas censés être préparés au chaos. Non, attends, tu vas pas me sortir ça. Tu vas pas me sortir ça parce que la guerre contre le chaos, elle a duré 1600 ans, les mecs. Hein. Elle a duré 1600 ans. Et les Slans étaient là. Les Slans, première génération, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, ils ont tous été là. Ils ont tous combattu le chaos. Certes, ils ont perdu du pouvoir par rapport à avant le chaos, ça c'est sûr et certain. Surtout, vu que les premiers Mashlan sont morts des premières générations, ils ont plus cette énergie. Mais ils ont combattu tous la guerre, parce que les Slans, je le rappelle bien, ils ne peuvent pas naître. Ce sont des créations pures des anciens, il n'y a pas de bassin de frais des Slans. Donc techniquement, tous les Slans qu'on a dans l'histoire de Warhammer, ils ont tous connu la tempête du chaos, la première, ou en tout cas ceux de la deuxième et de la troisième génération. Et là, le roman, et je vous mens pas, franchement, moi, ça m'a énervé tout à l'heure de relire ça, et je me suis rappelé que ça m'avait aussi énormément énervé quand j'avais lu la première fois ce roman. Dès qu'on va parler des hommes lézards, on t'explique une première chose, une seule et véritable, les prêtres Mashlan ne servent quasiment plus à rien. Ils sont léthargiques, faibles, tout est foutu pour eux. Même Mazdamundi, je rappelle que Mazdamundi, c'est le premier personnage qui parle dans la fin des temps en termes de roman. C'est le premier qu'on voit qu'il écrit, qu'il dit quelque chose, et il dit le grand plan a échoué. Ils ont fait le Vietnam, c'est grave. Voilà. C'est immortel un homme lézard. Je crois, oui, voilà, ça ne meurt pas de vieillesse. Et pour faciliter le scénario, les Slans, allez, on enlève. Mais vraiment, ils les enlèvent de l'équation. C'est-à-dire que les Slans, pendant quasiment tout le roman qu'on va parler, sauf
un ou deux, bien évidemment, qui vont devoir avoir un peu d'impact, genre Mazdamundi. Et encore, franchement, Mazdamundi, vous allez comprendre à quel point ils l'ont enlevé de l'équation en un paragraphe. Et je vous mens pas. Ils ne vont être que des espèces d'aura de puissance que les Skings vont tenter de sauver pour sauver les hommes lézards et le grand plan. Bref. Les cités hommes lézards, ils en ont plus beaucoup. Ils en ont perdu énormément face aux démons. Ils en ont perdu aussi beaucoup face à la guerre de Sotek et la guerre du serpent, donc contre les Skaven. Ils connaissent cet ennemi. Ils ont toujours Xlan-Nuapek, la cité des brumes, une cité qui n'a pas de forteresse, mais qui est entourée de brumes magiques qui sont sur Terre parce qu'il y a un prêtre Mashlan qui est le vassal de ces ombres. Mais le prêtre Mashlan est amorphe, il ne peut rien faire à part faire le sortilège. Ok. Idza, la première cité, la plus fortifiée, la plus grande, celle qui possède la plus grande armée. Tlanxla, la cité du ciel, qui est dirigée par je sais plus qui. Tlanxlan, alors Tlaxlan et Tlanxla, oui, ça va être chiant. Alors non, Tlanxla est détruite, mais Tlaxlan, je vais pas y arriver. Hein. La cité de la lune, elle, c'est Tetoeko, donc le gars des constellations, si vous préférez. Et la dernière, bah oui, je suis con, c'est Exoatl, qui est ici. Donc la cité de Mazdamundi, la plus au nord. Voilà, ça c'est les 4 dernières cités majeures qui restent aux hommes lézards. Attention, il reste des cités qui sont techniquement détruites durant les guerres, mais où il y a encore des hommes lézards pour les protéger. Alors que tous les hommes lézards seront occupés à Xautec, que toutes les légions, on nous explique, sont occupées à Xautec, les hommes bêtes font des excursions commandées par le chaos dans le nord entier et ravagent tout le territoire entourant Exoatl. Parce que voilà, Mazdamundi ne fait rien. Le sud est ravagé par Kéros, tisseur de destin. Et les Skaven se massent à Ketza, la profanée. Ils se massent ici parce que c'est à cet endroit qu'ils ont commencé l'incursion et l'attaque lors de la guerre de Sotek. Bien évidemment, une fois que les Skaven arriveront ici, ils vont commencer à creuser absolument partout sous la lustrie. Et tout ça, les prêtres Mashlan ne le verront pas. Aucunement. Ils ne ressentent aucunement l'invasion souterraine de la lustrie. Et même Tetoeko, le prêtre Sking le plus vieux, le plus puissant, et qui a un don de préscience, donc je rappelle que Tetoeko c'est un mec qui peut voir le futur, vu que c'est un mage surdoué de la magie des cieux. Tetoeko qui, techniquement en termes de lore, a su prévenir des incursions du chaos depuis des centaines d'années, il n'est pas capable de voir les Skaven qui sont en train de popper sous la lustrie, parce que Morslib est trop proche de la planète. Et on explique dans le roman que vu que le sortilège commence à fonctionner, rappelez-vous, un des prophètes gris, et que la toile géomantique va subir un assaut, donc ils sont affaiblis, les prêtres Mashlan, par les Skaven, et que derrière, il y a une seconde lune dans l'histoire, je vous rappelle bien, la lune naturelle Manslib et Morslib, la lune de Malpierre, vu que vu que les prophètes gris arrivent à l'attirer vers la planète, au moment de l'invasion, pour préparer l'invasion, le ciel étoilé n'est plus visible à cause des lunes. La magie! Mais genre, il est plus visible tout le temps. Bon, allez, je suppose que les hordes de serpents laissés dans les tunnels par Sotek lors de la dernière guerre ont été oubliés. Oui, complètement sardine. Du coup, il fait nuit H24. Alors, Captain AG, je veux bien te répondre, mais j'ai pas compris non plus ce passage dans le roman. Est-ce que genre la planète elle tourne plus ou la lune suit toujours l'endroit où il fait nuit ou ben non, c'est elle qui produit la nuit ou non, c'est je sais pas. Les serpents dans les tunnels sont passés où et les Slans sont trop endormis pour réagir à la lune? Ouais, parce que le chaos gagne en puissance. Quand je vous dis qu'ils sont nerfs, les hommes lézards, attendez.
Attendez, attendez, oh là là, attendez. Donc, j'ai pas fini. Tout ça, c'est le plan et le contexte qui se passe. Les hommes lézards tiennent, mais ne voient rien arriver, et les Skaven sont prêts à déferler sur la Lustrie et ailleurs, hein, mais ça, on en parlera dans quelques semaines. Je souffre de plus en plus, c'est horrible. C'est le livre de manque de respect pour les deux plus puissantes factions. Ah ouais, non mais là... Ouais, parce que dites-vous que les nains, ça sera encore pire. Ah putain, vous êtes tellement pas prêts. Donc les Skaven sont prêts. Mais les Skaven attendent un signal. Pour lancer l'invasion de la Lustrie, il leur faut beaucoup plus de puissance qu'ils n'ont déjà. La Lustrie, ce n'est pas les Stali, la Tillé, les principautés frontalières. Ils savent ce qui les attend. Et surtout, ils savent que si jamais les Skaven réussissent l'invasion de la Lustrie, eh bien, ils pourront déferler sur le monde et surtout finir ce sortilège qui est lancé depuis très longtemps, parce que la Lune pourra tomber sur Terre, ou en tout cas sera suffisamment proche, parce que la toile géomantique ne protégera plus. Mais pour avoir suffisamment de puissance, il faut saper toutes les défenses des hommes lézards en un seul coup. C'est le plan Skaven. Le plan Skaven est que vu que les prophètes gris ont prouvé depuis quelques semaines qu'ils arrivent à rapprocher la Lune, il faut qu'ils abattent le plus de morceaux de Lune possible sur les cités hommes lézards, pour que les cités hommes lézards qui sont encore debout deviennent des nids de Malpierre et donc boostent les Skaven. Le clan Scryer, voyant que la fusée est ralentie par énormément de sabotage, énormément d'incompétence, etc., et sont un peu pressés par le fait que les nains doivent être attaqués et qu'il faut toute la puissance du clan Scryer pour contrer l'anti-magie des nains, eh bien, le projet est abandonné par le clan Scryer pendant un temps, laissant les prophètes gris libres de leur puissance. Et les prophètes gris, toujours grâce au sortilège qu'ils ont appris par le Verminarque, où on ne sait pas où il est passé, ils vont réussir. En un sortilège colossal, et l'aboutissement, pas l'aboutissement de leur sortilège, mais un moment dans leur sortilège qui leur demande une concentration absolue et folle, ils vont réussir à arracher des morceaux de Morslib, des morceaux de la Lune, je le rappelle, et à créer des comètes de Malpierre qui s'abattent sur la Lustrie et les cités hommes lézards toujours debout. C'est-à-dire que le sortilège, non seulement il est capable d'arracher des morceaux de lune, de passer à travers la toile géomantique, de ne viser qu'un seul continent, et dans ce continent, de ne viser que les cités habitées. La magie! Thanos, c'est ça. Tous en même temps, Adam. Ah oui, ça se passe tout au même moment. Sortilège de guidage laser, c'est ça. C'est du skill. Voilà, c'est du skill. Ils ont dit qu'ils étaient concentrés aussi. Voilà, ils sont concentrés. Et justement, c'est à ce moment-là, rendez-vous compte, que les Slans se réveillent. Parce que là, il y a des comètes, des morceaux de la Lune qui sont arrachés et des comètes arrivent. Donc l'instinct des prêtres Mashlan se réveille à ce moment-là. Et les prêtres... J'arrive pas à me concentrer. Les prêtres Mashlan vont se tourner vers les comètes et vont tous sombrer dans la folie et l'inconscience instante. Mais vraiment, tous. Et le roman te dit tous, sauf un.
Et qui sait-il donc qui va pas rester en pleine possession de ses moyens et avoir assez de puissance? Ben c'est le gars, vous savez, qui est capable de bouger les continents. Mazda Mundi. Et non, 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 mais Croac, non, 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 mais cherchez pas Croac. Cherchez pas Croac pendant ce roman, les gars, vous allez vomir. Mazda Mundi va voir et avoir la seule présence d'esprit et puissance magique pour résister à l'influence du chaos et de la malpierre qui arrive sur Terre lors de ce sortilège. Car tous les autres Slans seront battus, c'est vraiment écrit dans le roman comme ça, ils seront battus et léthargiques, tous tombés dans l'inconscience. Mazda Mundi va avoir tellement de puissance scénaristique, loristique, de ta gueule c'est magique, que le gars va non seulement résister à cette influence du chaos qui est capable de balayer l'intégralité de la race Slan, ok, il va en quelques claquements de doigts faire dévier toutes les comètes qui se dirigeaient vers une cité habitée et les fait se diriger vers des cités qui ne sont pas habitées. Et il t'explique aussi que seulement 20% à peine des comètes tombent sur Terre, le reste étant détruit par l'énergie de Mazda Mundi. Cependant, on t'explique que faire ça, juste après qu'il ait fait ça, Mazda Mundi tombe lui aussi en léthargie. Dernier pour la collection, voilà, c'est ça. Pour recharger le portable, il a mérité sa sieste. La nerf bait, ça rigole pas. Mais il n'y avait pas les Scavens aux cités non habitées? Si, mais les Scavens s'en foutent. Un peu comme quand on a la tête qui tourne quand on se lève. Ouais, ouais, voilà. Il aurait pu nous faire une Luke Skywalker, oui, c'est vrai, c'est vrai. Les scénaristes avaient 8 ans. Le nerf hammer, voilà, c'est ça. Et au moment où les comètes qui n'ont pas été repoussées par Mazda Mundi tombent et que le dernier des Slans donc tombe en léthargie, c'est l'attaque Skaven. Voilà, ça colle bien quand même. Hein. Ça colle. Et les Skaven n'ont aucune perte ou aucune perte majeure par la chute des comètes. Hein. On est bien d'accord. Et vraiment que dalle, quoi. Ils n'ont aucune perte. Ils ne sont même pas notés qu'ils ont des pertes. Même. Le fait est que ils ont voyagé pendant presque un an, enfin pas un an, mais 6 mois ou 7 mois sous terre en recreusant des tunnels suffisamment grands pour apporter avec eux des centaines d'abominations de Malfos, des centaines de creusets de la peste, voire des milliers de creusets de la peste. C'est vraiment, et tout ça, rien n'est vu. En un paragraphe, Mazda Mundi et tous les mages Slan tombent et la Lustrie ne devient plus une jungle, mais devient une jungle de Malpierre. Parce que 20% des comètes, on t'explique que la Lustrie est ravagée. Hein, voilà. La Lustrie quasiment n'existe plus. Hein. Elle devient un champ de Malpierre et de jungle. Les armées Saurus ne sont plus commandées, du coup, s'il n'y a plus de Slan. Eh bien, justement, Couteloup, les Saurus n'étant plus commandés par les Slan, la chaîne de commandement des hommes lézards, qui a toujours vécu comme ça, prend le relais et le commandement vient au prêtre Skink. Les créatures présentes meurent et ne mutent pas. Non. Alors qu'ils auraient pu dire que les Skaven avaient eu beaucoup de pertes, mais c'est les Skaven, ils s'en foutent, ça aurait passé. Oui, mais ça, ils le disent pour la principauté frontalière, les Stali et la Tilé. Ils disent, ils ont eu plein de pertes, mais ils peuvent s'en foutre. Quatre cités majeures, donc 4 grosses comètes. Non, non, il n'y avait pas de grosses comètes, c'est une pluie de comètes, hein, Nafi. C'était Armageddon. Et ce sortilège, donc le sortilège hein, que je viens de vous expliquer, qui vient des prophètes gris. Hein. Donc,
Alors, je vous remets juste les chiffres. 50 prophètes gris qui incantent, avec certes une incantation d'un démon. Avec 50 prophètes gris, ils ont wipe out tous les slans de la lustrie. On en est à la 7e page. Ouais, mais il se concentre, oublie pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi il l'utilise pas sur le reste des races du monde? Je sais, Scar, mais je sais pas. Ça reste moins bullshit que les Stormfield. Attends, on n'y est pas encore, on n'y est pas encore. C'est surcoté, les slans. Le pire, ça, c'est que la 7e page. Voilà, c'est ça. Donc, à partir de là, l'assaut Skaven commence, mais il reste un dernier. Il reste un dernier cependant. Cette incantation des prophètes gris, qui est, somme toute, extrêmement utile. Bien évidemment. Merci Santoros pour le abonnement sur YouTube. Merci beaucoup à toi et bienvenue. On est d'accord que ce sortilège, il est god tier. Il est égal vase Nurgle des Glotkin. Tu continues à faire ce sortilège, tu continues à arracher de la malpierre à la lune et tu les fais tomber sur les villes qui t'intéressent, comme nous le dit, je sais plus qui c'est qui l'a dit, comme le dit Scar. Mais ça, les écrivains de Games Workshop y avaient pensé, les gars. Au moment où l'assaut sur la lustrie commence, où les comètes viennent de tomber et que les prêtres gris, les prophètes gris sont toujours en train d'incanter pour continuer tout ça, une explosion sous l'autel du Racornu survient. Une explosion sous l'autel où il y a tous les prophètes gris en incantation. Évidemment. C'est pas si pratique quand même. Les Skaven dans l'exterminatus, en gros, c'est l'Inquisition. Ça, c'est les Skaven. Oh, c'est pas de chance, oh là là. Et bien évidemment, personne ne saura qui a fait péter cette bombe sous l'autel du chaos, perturbant la concentration des prophètes gris et faisant qu'ils doivent arrêter l'incantation pour la reprendre juste après. En gros, ça explose, ils perdent leur concentration et ils essaient de se reconcentrer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont oublié ce sortilège, car c'était le plan du Verminarque. Niquer les prophètes gris en leur donnant seulement l'accès une seule fois à ce sortilège. Il ne l'avait pas noté. Il dit, ok, d'accord. Je comprends pas vraiment le move du gars. C'est pas une bombe de l'autre clan Skaven? Eh bien, un petit peu après, on va comprendre qui a posé la bombe et qui a empêché les prophètes gris de regagner du pouvoir. On comprend que l'attentat vient de Tankol. Pourquoi me diriez-vous? Parce que Tankol n'était pas dans l'incantation des 50. Il est en marche dans les armées d'invasion qui partent au nord en direction de Nuln, et que Tankol veut être le seul boss final des Skaven. Il veut la place vacante au Conseil Gris, et donc il ne veut pas que les autres prophètes gris réussissent leur sort, et c'est pour ça qu'il les fait péter. Alors il les tue pas, hein, il les déconcentre en utilisant des membres du clan Eshin. Donc le sabotage vient d'un Skaven lui-même alors que les Skaven étaient gagnants. Scénarium. Il repart à Null, le mec en veut. Le mec en veut. J'espérais que ce soit une bombe Skaven avec des runes anti-magie naine, j'avoue. Logique en vrai. Non mais en fait, vraiment tout ce que je vous dis est tellement logique, sauf vraiment les slans.
seul truc qui va. Non, mais franchement, ce moment-là, tu fais ah ouais. Alors ça, c'est Skaven. Voilà. Ça, en plus, c'est même pas Skaven. C'est tout à fait Tankol. Hein. Si vous lisez les Gotrek et Félix, c'est vraiment Tankol. Hein. C'est vraiment lui. Mais alors, les Slann, c'est non. Je suis désolé. C'est non. C'est non. Il y a rien. Il y a rien du tout. C'est vraiment, tu commences à lire là le roman, tu fais bah, ok, bah non, c'est foutu. Il y a rien. Il y a rien de faisable. Il y a rien de faisable. Donc l'invasion Skaven commence à ce moment-là et elle commence en Lustrie dans le premier chapitre. Alors, eux-mêmes savaient que c'était de la merde parce que la carte, normalement, vous vous rappelez la carte vous vous rappelez la carte, et encore, là aussi le scénario était de la merde, hein, mais vous vous rappelez la carte d'Eglotkin pour la bataille d'Aldorf? Je vous la remets. Hein. Je vous la remets. Vous voyez, ça c'est une carte d'invasion, on est d'accord. Ça c'est une carte d'invasion à l'échelle de l'Empire. Regardez, on voit bien les 3 axes d'invasion du chaos de Nurgle, la 4e qui arrive par les hommes bêtes. On voit, tu vois, on voit. C'est une double page énorme dans le livre. C'est quand même la guerre Nurgle, guerrier du chaos contre humain, tu vois. C'est une guerre qu'on veut, c'est une guerre qu'on attend. La fucking guerre mettant en scène les hommes lézards et les Skaven, l'une des guerres les plus connues dans le monde de Warhammer. Sur le livre, voilà la taille qu'elle fait. Est-ce que vous voyez l'importance de l'invasion? Donc, je l'ai agrandi. Hein. C'est comme les elfes noirs, c'est une erreur de traduction. Franchement, je l'aurais mis sur un marque-page. C'est une région lointaine et obscure. Voilà. Ça... Et même en l'agrandissant, en travaillant la lumière, on voit rien. On voit que dalle sur cette carte. Fallait de la place pour écrire le dodo des Slann. Mais non, Tourkoum, vraiment, la place, franchement, le moment où tous les Slann tombent en léthargie, c'est 4 petits paragraphes de merde. Je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est ça. Et c'est 4 paragraphes gros comme ça, hein, sur les pages. Devient du pur foutage de gueule et compagnie. Ah, voilà. Donc, comme vous le voyez, les Skaven vont attaquer depuis Ketsa, ils vont attaquer Idza, ils vont attaquer Xlanoapek sur 2 axes. Idza, ils vont l'encercler, ils vont tenter d'attaquer Xaotek et vont se faire dégommer. Ils vont attaquer la Cité de la Lune et la Cité de Tlanxla. Tlanxla, on t'explique en 2 secondes que la cité sera détruite. Voilà. L'une des cités qui résistait, qui avait, bon, elle était affaiblie et tout, elle se fait défonce. Ils attaquent pas Exoat. Si, ils attaquent, mais elle est pas sur la carte. Je peux plus. Je peux pas. Elle est... En fait, la carte est trop petite, donc ils peuvent pas mettre Exoat. Et ils peuvent pas faire un carré plus petit parce que on verrait rien. Oh là là. Vous voyez pourquoi j'avais pas envie de continuer ça? Comme bord de l'eau. Pouf. Donc, la Cité du Ciel, Tlanxla, on l'oublie, elle est oubliable, elle se fait défoncer en même pas une journée de siège, tout simplement parce que Skaven trop nombreux, Skaven trop puissants. Limite de la technologie du papier, voilà, c'est ça. Et on va terminer ce soir par la première bataille qui va se passer. La première bataille, c'est la bataille... non, attendez, ça c'est pas le bon chapitre. C'est bien évidemment la bataille de Tlanxlan, la bataille de la Cité de la Lune. Attendez, que je me gourre pas, que je vous mette pas n'importe lesquels quand même. Ah oui! Ah oui, mais c'est vrai!
peux pas vous la montrer. Ah oui, j'avais oublié ça aussi. En fait, la bataille, celle-là, là, qui est la première du roman. Hein. C'est la première du roman, la première bataille du roman. Hein. Vous savez comment ça marche, les batailles dans À la fin des temps, hein. Vous savez, les batailles majeures, les batailles importantes. Vous savez, elles ont des espèces de listes d'armées avant, en dessin, super classe. Vous vous rappelez, hein, vous voyez de quoi je parle? Et même les batailles qui n'ont pas vraiment d'importance, ils font un effort, tu vois. Ils te font un beau truc comme ça, avec les factions visibles, les héros présents. Tu vois tout ça. La bataille de Tlangslan, la bataille, je rappelle que c'est la bataille et la cité où il y a Tetoeko, hein, où il y a le maître des constellations, celui-là, là. Elle n'a pas de nom de sous-chapitre, elle n'a pas de liste d'armées, elle n'a aucun dessin. La cité de la Lune est la 4e cité la plus puissante des hommes lézards. Donc, comme vous le savez, je ne détaille pas toutes les batailles. Je vais donc vous en faire un résumé. Pour terminer ce soir, parce que vraiment on en a 1h30 et j'ai mal au crâne. La cité possède une trentaine, je crois, de prêtres Mashlan à l'intérieur. 30 prêtres Mashlan. Et elle possède également, et ça c'était la première fois que j'en entendais parler, elle possède aussi une dizaine de prêtres reliques. Donc des mecs comme Croak. Pas aussi puissants que lui, mais des prêtres reliques. Donc des mecs, même morts, qui possèdent encore une aura de magie. Hein? Sauf que, vu qu'il y a eu le nerf, tous ces Mashlan sont hors jeu. Il y a donc 2 personnes qui défendent Tlaxlan en termes de généraux. Il y a un général homme lézard, Saurus, qu'on n'a jamais entendu parler. Je ne vais pas me faire chier à vous prononcer son nom. Il est d'une importance 0. Et il y a Tetoeko. Tetoeko, le grand constellationniste, le mec qui est capable de lire les futurs. Alors c'est simple, les murs vont tenir parce que la défense des hommes lézards est bonne et ultra grande, les murs sont puissants, etc. Donc les Skaven envoient des milliers d'esclaves, des centaines de milliers d'esclaves. À la 7e vague, ils n'ont toujours pas passé les murs. Ça tient, ça tient, ça tient, sauf qu'on t'explique en fait que depuis le début, ce ne sont que des esclaves. Bien évidemment, c'est beaucoup du clan pestilien qui attaque la Lustrie, mais ça, on en reparlera plus la semaine prochaine parce que, comme je l'ai dit, cette bataille est à chier. Vraiment, elle est nulle. Donc à la 7e vague, les hommes lézards se disent bon bah ça va, ce n'est qu'une incursion Skaven majeure, mais c'est que des esclaves, ça craint rien. Arrivent derrière les vermines de choc et les armées de Creuset de la Peste. Et les Creusets de la Peste vont péter les portes et les catapultes de la Peste vont fondre les murs. Je répète, les catapultes de la Peste vont fondre les murs. Oui, pardon, j'avais oublié. La magie! C'est de l'acide. Oui, oui, oui. C'est une grosse peste. Voilà. Même les pierres sont malades. Je vais me mettre dans mon four. Attends, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Ce qui fait qu'il y a une demi-douzaine de brèches dans les murs de Tlaxlan où les Skaven vont s'engouffrer, bien sûr, et affronter les Saurus, les Skinks et les Kroxigor, mano à mano. La cité possède, comme je l'ai dit, une trentaine de prêtres Mashlan. Et ils sont protégés par des gardiens du temple, etc. Et Tetoeko, voyant que ça pue la merde, se dit bon ben on pourra pas tenir, la cité est ouverte, il faut protéger les Slans. Je vais tenter le tout pour le tout. On va rapatrier les Slans dans la plus grande pyramide, se préparer à quitter la ville. Et moi, pendant ce temps, alors que t'as Morse libre, qu'il n'est pas capable de voir les constellations, etc. Je rappelle bien, il a perdu en gros ses pouvoirs, quoi. Il va tenter d'appeler la plus puissante comète de Cassandra qu'il n'a jamais invoquée. En tout cas, il en a besoin d'une. Il va commencer à réfléchir. Il perd, franchement, les 3 quarts de la bataille à essayer de trouver un corps céleste qui lui va
à travers l'émanation de Morse libre, etc. J'ai pas le temps. Bref, il va trouver un corps céleste, il va l'attirer vers la planète, parce que lui aussi il peut le faire, hein, c'est un constellationniste, et il va essayer de l'attirer même sur Tlanxlan pour tomber sur les Skaven. Les Skaven vont passer à travers les rangs de Saurus comme si c'était des fétus de paille parce qu'ils sont trop nombreux en fait. On t'explique que tu es submergé, un peu en mode tyrannide. Et un autre truc, Teto Echo, protecteur de la ville, le plus vieux et le plus puissant de tous les prêtres skink de l'histoire des hommes lézards, ordonne aux prêtres skink qui sont censés veiller sur les prêtres Mashlan en léthargie, avec leurs gardiens du temple, on leur dit rassemblez tout le monde, les reliques et les prêtres Mashlan, et on se barre. Le roman t'explique que certains prêtres skink ne suivent pas ses ordres parce qu'ils ne sont pas sûrs que Teto Echo est le chef. Et qu'il y a donc peut-être un autre prêtre skink, et pas un slan, hein, un autre prêtre skink dans la ville qui peut commander. Ce qui fait qu'ils perdent du temps, ce qui fait qu'ils sont submergés ainsi que la garde du temple et leur prêtre Mashlan parce qu'ils perdent du temps dans la chaîne de commandement. La moitié des slans de la Cité de la Lune meurent comme ça, déchiquetés et dévorés par les Skaven parce que les skinks ne comprennent pas la chaîne de commandement. Voilà, merci Quentin. Depuis quand les skinks, n'importe quel homme lézard, a un problème dans la chaîne de commandement? Ce sont tous des machines de guerre ou des créatures qui n'ont pas d'âme. Elles n'ont pas de propre libre arbitre. J'ai jeté mon four avec moi dedans du haut d'une falaise. Il ne peut pas lancer la comète sur Morse libre? Ben non, il va réussir à dévier à travers les deux lunes. Ça aurait été des peaux vertes, d'accord, mais là, ouais, voilà. Ta gueule, c'est magique. Oui, pardon. La magie. Donc, dans la panique, le souci de commandement qui se passe dans la Cité de la Lune, la moitié des slans vont mourir dévorés sans même pouvoir se défendre, parce que je rappelle qu'ils sont tous léthargiques et qu'aucun d'entre eux ne se réveille parce qu'ils ont tous été knock-out par le sortilège des 50 pauvres prophètes gris de merde. La moitié va se faire dévorer sans pouvoir bouger. Et Teto Echo va réussir à sortir de la ville avec ses armées qui forment des arrière-gardes et la moitié des prêtres reliques et des prêtres Mashlan survivants de la ville. Et Teto Echo va commencer à avoir des maux de crâne, des mal de crâne, et va comprendre qu'à cause de l'énergie ambiante de Morse libre et de la magie tout court sur le monde de Warhammer, il n'a pas attiré une comète, mais il a tiré un corps céleste gigantesque sur la ville. Donc, en gros, c'est pas une comète qui va s'effondrer sur la ville, mais c'est un astéroïde gigantesque. Et le truc va tomber. Il va détruire la ville, détruire l'arrière-garde des hommes lézards, détruire les 3 ou 4 armées qui avaient été envoyées par les seigneurs de la déchéance de la peste. Et le souffle va tellement être colossal que seulement un quart des survivants de Teto Echo, donc un quart de l'armée qui était en train de se barrer, va avoir survécu à la déflagration de feu qui sera arrivée après l'impact. Et ils n'ont survécu que grâce à la protection des palanquins des slans qui étaient à côté d'eux. Et pour terminer, le molar craché à tous les défenseurs des slans et des hommes lézards qui lisaient ce roman. Et c'est à ce moment-là, après l'explosion et que les survivants se relèvent et qu'ils comprennent que les Skaven sont morts, mais qu'eux aussi sont morts techniquement, le plus puissant des prêtres Mashlan de la cité ouvre un œil et commence à se réveiller. Et franchement, j'arrête là.
Oh. Et ça, vraiment, hein, comme dit Scar, ça, ce sont les 20 premières pages où il y a franchement 5 pages de gros dessins et où il n'y a vraiment aucun impact sur l'histoire. C'est une mise en contexte et c'est la première bataille qui a même pas de contexte, qui est juste, regardez, on écrit ça.